Bienvenue, bienvenue à... Oh, donc on va parler français, c'est territoire français, donc c'est comme ça la loi. Et alors c'est devenu un rendez-vous classique du festival, du Ci siamo ritrovati, un point qui se répète chaque année, quelques jours après le commencement du festival, quand c'est à peu près clair quelles sont les idées, les thèmes du Ci siamo ritrovato de l'année, de cette édition. Les rencontres avec Thierry, qui a un point de vue exceptionnel entre l'histoire, la connaissance du cinéma, être le directeur de l'Institut Lumière, c'est-à-dire vraiment du cœur, du commencement du cinéma, et en même temps être le directeur général du Festival de Cannes, et donc pouvoir voir chaque année tous les films. Donc, j'ai préparé 4 questions, et on a 1 heure de temps, donc il faut aller vite. Et la première question, c'est où va le cinéma? C'est tout simple. Du côté, on voit ici les salles qui sont pleines. On a vu à Cannes une année avec une très bonne sélection, avec beaucoup de grands films. Et pour moi, je regarde la situation italienne et en effet, je pense que jamais l'Italie a eu des cinéastes de cette qualité depuis 50 ans. Donc, tout va bien. De l'autre côté, tout va mal. Les salles sont de moins en moins pleines. Chaque année, on regarde les résultats de recettes. Je parle de l'Italie. Et la situation est vraiment tragique et on ressent qu'on est sur une autre tournante. Donc voilà, tu te trouves dans une bonne position pour regarder cet ensemble de cette complexité. Bonjour à tous. Alors oui, d'ailleurs, je connais les questions. Il me les a envoyées avant. Et j'ai pris des notes, c'est-à-dire page blanche. Ah, donc, ça, c'est le scénario de la Dolce Vita. Voilà. Je veux dire par là que, bien entendu, c'est mieux d'avoir une conversation à voix haute et en réflexion tous les deux et collective, parce qu'on pourra aussi échanger. Mais en effet, cette tradition à laquelle Gianluca m'oblige chaque année, qui est de réfléchir un peu au présent et à l'avenir, fait que je ne suis pas là, évidemment, même si ça s'appelle leçon de cinéma, masterclass, je ne suis pas là pour donner la moindre leçon. Mais juste dire qu'en effet, avec les années, on a quand même fini par accumuler un certain nombre de discussions, de débats. Une année, on avait même évoqué la nécessaire référence au travail historique des cinémathèques, à un moment où le cinéma classique apparaissait comme triomphant partout. Il ne fallait pas oublier ceux grâce auxquels il l'avait été un peu, à un moment où ça intéressait moins les gens, les télévisions, etc. Et ça s'appelait, je ne sais plus, cinéma classique, notre victoire sera-t-elle notre défaite? C'est-à-dire, on l'a gagné, mais est-ce que ça nous appartient encore? Et l'an dernier, il y avait ici, au rang 9, Pierre Rissian, qui s'endormait de temps à autre et qui intervenait de temps à autre dans ce débat. Et c'est évidemment en pensant à nos aînés, à ceux qui ont fait que nous sommes là, nous aussi, c'est évidemment en pensant à lui que je dis ça. Où va le cinéma? Ça, je ne vais pas tenter de dire quoi que ce soit. Non, sans vous rappeler qu'évidemment, je préférerais que personne ne tweete, ne raconte ou ne transmette tout ce qu'on est en train de se dire, parce que y a aussi ça dans ces réseaux sociaux terribles qui infléchissent nos vies, la manière dont pas une seule parole même reproduite fidèlement, ne peut avoir son sens reproduit fidèlement dans le contexte qui est celui d'une conversation. Et c'est toujours étonnant que ça soit pendant la Coupe du Monde de foot ou en art ou en politique,
une phrase, même entre guillemets, même fidèle, ne restituera jamais ce qui fait que nous sommes là, et au fond, on est déjà en train de parler de cinéma. Nous sommes là. Il ne faut pas que ce soit redit, retransmis, il faut être là. C'est comme un film. Un film, il faut être dans une salle, on peut en parler, ou sinon on parle d'autre chose. On parle du visionnement, de la diffusion de telle ou telle œuvre de cinéma, ou pas forcément de cinéma, parce que maintenant il y a des œuvres de cinéma qui ne sont pas des œuvres de cinéma, mais un peu des œuvres de cinéma quand même, puisqu'ils utilisent le cinéma. Et donc, ne tweetez pas, ne faites rien de tout ça, que ça reste un peu entre nous. Et alors, merci. Très beau. Voilà. Bon, non, mais non, pas très beau. Non, mais je ne l'aurais même pas dit il y a un an d'abord. Il y a un an, j'étais moi-même dans les réseaux sociaux, je ne le suis plus. Et je ne le suis plus à titre personnel. Je crois que les réseaux sociaux sont importants à titre professionnel. Ici, il y a plein de gens qui font le même métier que nous, qui ont besoin des réseaux sociaux pour faire savoir ce qu'ils font et pour attirer le public. Là, on parle de communication, mais pour ce qui concerne le reste, je crois qu'il est nécessaire de revenir à un peu de silence, de sagesse. Alors, une des choses que j'adore du projet Modernissimo, c'est que tout naturellement, les réseaux n'arrivent pas si en bas. Et on ne va pas mettre les Wi-Fi. Non. À Cannes, on n'a pas le droit de le couper à cause de... Si quelqu'un prend une crise cardiaque, ouais. Il faut que les... Non, c'est vrai, c'est technique. Il faut que les hôpitaux puissent être alertés tout de suite. Ce qui est dommage, parce que c'est nous qui prenons des crises cardiaques à lire les bêtises mises par les spectateurs. Par exemple, il y a un type des Inrecuptibles qui, pour le film de Sergueï Loznitsa, qui faisait l'ouverture du Certain Regard, qui s'appelle Donbass, et il a dit Donbass égale Daubas, jeu de mots donc, Daube. Et comme vous savez, on a modifié un peu, il y a peut-être des journalistes dans la salle qui sont toujours un peu énervés contre moi, on a modifié la grille de la programmation, et on a failli, nous, tweeter le Festival de Cannes. Merci de faire comprendre en un seul tweet la raison pour laquelle on a voulu changer la programmation et ne plus donner systématiquement le pouvoir aux opinions lancées comme ça, maintenant, en 200, je ne sais plus combien, c'est plus 140 signes, en 200 signes, sur une œuvre. Déjà, il y a critique et critique, il ne faut pas faire de généralité. Et c'est une année, vous montrez ici le film d'Hervé Joubert-Laurencin sur André Bazin, c'est une année où on va célébrer Bazin dans la préface du livre de Léandrouz, écrite par François Truffaut. Il dit, rappelons qu'à cette époque-là, les critiques voyaient le film le mercredi, en l'occurrence le vendredi, dans les années 30, 40, 50, le film sortait encore le vendredi. Ils voyaient le film en même temps que le public. Aujourd'hui, évidemment, les critiques ne voient plus le film en même temps que le public, ils le voient avant. Ils le voient de moins en moins en salle, en projection de presse. Ils le voient en DVD, maintenant ils le voient en lien. Et c'est pas sûr qu'ils le regardent quand même. Bon. Donc la vie a changé. Donc où va le cinéma, c'est déjà une première manière de dire qu'il n'ira nulle part sans tenir compte de ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure est un moment très important de l'histoire des civilisations, en tout cas des civilisations occidentales, mais quand on dit occidentale, c'est pas géographique, puisque j'arrive de Shanghai, et c'est pas l'Occident, et pourtant ils vivent comme nous, ultra connectés, et ultra dans une modernité technologique qui finit par emporter beaucoup de choses avec elle. En effet, j'ai une position un peu particulière, et c'est même un grand privilège, d'être à la fois à Cannes et d'être à la fois à Lyon, c'est-à-dire qu'il reste... Il y a la rue du premier film et la Croisette. Il reste Hollywood Boulevard, mais ça, on leur laisse. Le cinéma fait face à quatre chapitres importants de son existence. Et je ne vais pas dire 4 crises, parce que si on dit crise, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais le cinéma a toujours survécu aux crises, ce qui est vrai. Le cinéma a toujours survécu aux crises. Mais surtout nous, quand on parle des crises auxquelles le cinéma a survécu, on en parle comme d'un fait historique. Là, on en parle au présent. Donc, on ne sait pas quel en sera le résultat. Crise, et ce n'est pas en contradiction avec ce que tu viens de dire sur le cinéma italien, mais
y a une crise, évidemment, des salles, tu l'as dit, de la manière traditionnelle dont on va au cinéma. Il y a une crise de la création, il y a une crise des publics, et il y a une crise, alors c'est pour ça que le mot crise n'est pas bien, il y a un moment technologique particulier, c'est-à-dire qu'en gros, en dehors de ce moment particulier traversé par le rapport de la société aux salles en tant que tel, il y a, et pour la première fois dans l'histoire, toutes les crises que le cinéma a eu à surmonter n'étaient pas liées à ce point, à la façon dont aujourd'hui on peut voir des films, et c'est fait déjà de manière majoritaire, sur un écran d'ordinateur. Victoire peut-être posthume de Thomas Edison sur Louis Lumière, c'est-à-dire que Lumière gagne il y a 125 ans, il y a 123 ans, contre Edison parce qu'il a cette idée qu'on soit tous ensemble pour voir le film sur grand écran. Edison dit non, il faut faire un truc individuel et payant, c'est Netflix. Et donc, il y a peut-être là quelque chose de... Et pour parler de ça, jamais le cinéma, l'apparition du parlant, l'apparition de la télévision, c'était à ce point ça. Parce que d'abord, la télévision, même si soudainement le système des studios, ça coïncide avec sa quasi-disparition, même si la France passe de 450, 460 millions de spectateurs dans l'après-guerre au moment où François Mitterrand arrive au pouvoir en 81, on n'est plus qu'à 130, 140. Et les salles se sont toujours réinventées. L'art essai a englobé le mouvement des ciné-clubs. Les salles commerciales ont englobé le mouvement de l'art essai. Ce n'est pas les multiplex qui ont inventé des lieux de vie. C'était les exploitants qui avaient des petites salles. Jacques Gerbert, qui avait une salle au Bonaparte, rue Bonaparte à Paris, le Bonaparte. On inventait des lieux de vie, ce qui s'est réinventé ensuite dans les années 80-90, avec les multiplex. Et en France, avec Jérôme Sédou, Guy Verrecchia, qui invente ça et qui justifie le fait qu'aujourd'hui, on soit remonté avec une fréquentation tout à fait forte. Et ce n'est pas en contradiction, mais il est vrai que la Russie, je le disais, je crois, l'an dernier, vient de faire sa meilleure année, plus forte que la France, dans les salles de cinéma. Et puisque j'arrive de Chine, je demandais à Wong Kar-wai des chiffres, et il m'a dit 10 000 salles en Chine, sachant que c'est dans les grandes villes. Dans les campagnes reculées, il n'y a pas forcément des salles. Bon, après, ce qu'on appelle les campagnes reculées, c'est en effet des petites villes de 3 millions d'habitants. Mais 10 000 salles de cinéma, 50 000 écrans. Et en même temps, une population très, très connectée. Et je lui dis, comment font les gens? Il dit, ils font les deux. Ils vont au cinéma, mais ils sont aussi très, très connectés. Quand vous arrivez là-bas, d'ailleurs, vous êtes surpris, mais ça fait du bien. Parce que si vous n'avez pas pris vos précautions de télécharger les applications et les logiciels chinois, vous n'avez pas... vous avez IMDb, parce que ça va, c'est l'histoire. Vous pouvez télécharger le journal L'Équipe. En pleine Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. Alors que Le Monde, il faut 2 jours le temps qu'ils le lisent pour savoir s'ils le libèrent. Mais vous n'avez pas Google, vous n'avez pas Wikipédia, vous n'avez rien de tout ça. Ce qui est assez agréable, parce que tout à coup... la vie sans Wikipédia, ça pourrait être une chanson de Alain Souchon, mais c'est assez... On s'aperçoit à quel point cette bibliothèque mondiale, à laquelle moi je souscris, je contribue quand ils demandent un peu d'aide, parce que c'est quand même assez formidable, on n'en dispose pas là-bas. Bon, ils sont très connectés. Et il me dit, les gens font les deux. En France, on ne fait pas les deux. Parce que les 4 points dont je vais vous parler, dont je vous parle, on peut les mélanger. On ne fait pas les deux. Donc, la crise du public. La crise du public, c'est la crise de la jeunesse. Là, vous partez déjà? L'Institut Lumière est éditeur de Positif. Et les abonnements à Positif remontent depuis qu'on les a mis sur Internet. Et depuis qu'on les a séparés par mois. C'est-à-dire, au lieu de dire 60 € par an, c'est un peu moins de 6 € par mois. Ça, c'est la culture numérique, c'est la culture de l'abonnement. L'abonnement, ce n'est pas Netflix qui l'a inventé, l'abonnement. Le mot « subscribing »,
C'est pas... Mais c'est une culture maintenant où les gens donnent un petit peu par-ci, par-là. Il n'y a pas un acte, y compris qui fait que quand on était jeune, on économisait pour pouvoir s'abonner à Positif ou au Cahier du Cinéma ou à Jeune Cinéma. Mais il y a quelque chose qui a changé. Donc c'est technique. Donc ça veut dire qu'il faut s'emparer des nouvelles techniques. Mais il y a là quelque chose de très... Alors le cinéma globalement n'est pas une industrie en perte de vitesse sur les entrées. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a toujours eu des hauts, il y a toujours eu des bas. Mais il faut déjà anticiper vers quelque chose qui... Et il ne s'agit pas de s'obséder de Netflix, mais quand même, le modèle économique est quand même très, très, très brillant. Il est très irrésistible. Et il est détenu par des gens qui ont bon goût. Donc on revient à la crise de la création. Dans tous les pays, quasiment je crois aujourd'hui, sans exception, on peut faire la même observation. Nous, on l'a fait sur les processus de sélection cannois. Il y a un grand écart entre petit cinéma d'auteur, c'est pas péjoratif, c'est volumétrique. Petit cinéma d'auteur, un peu radical, et gros blockbuster. Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc, il y a Netflix. Et c'était intéressant, la masterclass de Marty, parce qu'il disait, il n'infléchit pas son discours, il a toujours une passion pour la salle. Et ce qu'il a dit était très éloquent et très beau. Mais enfin, il le dit à nous, on est tous convaincus. Donc, il y aura un travail, on revient à la question des spectateurs, des générations, des jeunes générations, de l'audience. C'est à eux qu'il faut aller leur dire, parce qu'ils ne nous entendent pas. Mais c'était très fort, on était donc très contents, nous, de se sentir rassurés par ça. Par contre, comme auteur, comme réalisateur, évidemment, il infléchit son discours. Il travaille avec Netflix parce que Netflix lui a payé son nouveau film. Et son travail de créateur est le même. Autant, j'ai moi, personnellement, pas mal de commentaires à faire sur la question des séries, qui est autre chose. Enfin, j'ai eu le malheur de dire que le cinéma est un acte poétique. Que chaque film, bon ou mauvais, est un acte unique, prototype et poétique. Évidemment, la journaliste qui m'interrogeait m'a dit « Ah bon, les séries, c'est pas poétique. » Bon, bref, donc on ne discute pas. Mais lui, il fait le même travail quand il fait The Irishman pour Netflix, ou quand il faisait, pareil, il allait voir qui il finançait, Gangs of New York avec Harvey et machin, j'oublie le nom au moment où je parle, il va là où il y a l'argent pour faire son travail de cinéaste. Bon. Mais aujourd'hui, l'argent est là. L'argent est là. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Cannes, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux films dont chacun sait que c'était les films que nous souhaitions avoir à Cannes, et ça n'a pas été possible, le film d'Alfonso Cuarón, Roma, qui est un film qui n'est pas un film Netflix, qui a été acheté par Netflix. C'est un film très personnel, très mexicain, sur les années 60, tourné en 65 mm et en noir et blanc. Où Alfonso Cuarón retourne au Mexique, et nous raconte son existence. Bon. Et puis le deuxième film, c'est le film d'Orson Welles, que, je dis ça pour... j'ai vu. Je vous laisse 10 secondes. Et c'est assez formidable. C'est de toute façon formidable. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment quelques curés pour dire que Wells n'aurait pas fait ceci, n'aurait pas fait cela, mais enfin, quand les films sortiront, on aura de grands débats, mais c'est extraordinairement émouvant. Et le film est absolument magnifique. Eh bien, la restauration, à laquelle nous travaillons avec Philippe Van Brinska depuis très longtemps, et avec Frank Marshall, et avec Peter Bogdanovich, tout ça a été acheté par Netflix. Parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils n'ont pas trouvé cet argent dans les studios. Donc, on n'est pas en train de se battre, ou on ne se bat pas d'ailleurs, on n'est pas en train de dialoguer avec une instance de gens horribles, qui ont mauvais goût, qui n'y connaissent rien, qui ne pensent qu'à l'argent. L'argent, c'est facile pour eux. 130, au moment où je parle, parce que tu disais 110 dans Jeune Cinéma, c'est 130 là déjà. Au moment où nous écrivons ces lignes, 130 millions d'abonnés dans le monde, fois 10 euros, fois 12 mois. C'est au 1er janvier 13 milliards
d'euros de budget garanti. Sans box-office, sans critique, sans rien. Donc c'est assez brillant comme modèle. Bon. Et avec des gens incroyablement cinéphiles. On a un désaccord, mais eux, ils défendent leur modèle. On a le désaccord sur la salle. Et si Netflix mettait son argent aussi au service des salles, d'ailleurs, ils se murmurent qu'ils aimeraient racheter les salles aux États-Unis, peut-être ailleurs, mais c'est aussi pour pouvoir postuler aux Oscars. Nous, on a dit c'est important que les films sortent en salle. Alors, on l'a peut-être dit de manière un peu trop radicale, brutale, ils s'en sont vexés, très bien. Ils ne sont pas contre la salle, disent-ils. Oui, mais le système veut que, pour protéger les salles, il faut quand même inventer une chronologie des médias, grâce à laquelle les salles survivent. Mais elle n'est pas la même en Corée, où le film de Bong Joon-ho est sorti en même temps que sur Netflix, ou en France, où elle est peut-être plus contraignante, mais c'est aussi ce qui fait la gloire du système ou de l'écosystème français. Bon. Mais tout ça est lié, la salle et la création. Et là, le cinéma fait face à quelque chose qui ne lui est jamais arrivé, c'est son modèle de base, le modèle lumière. Le modèle de « on va au cinéma en salle ». Alors oui, ici les salles sont pleines, elles le sont dans plein de festivals importants. Les festivals vont avoir un rôle de plus en plus important. C'est comme les festivals de musique. La musique s'est réinventée grâce au concert. Bon, moi je considère, et vous aussi j'imagine, que notre concert à nous, c'est la projection. Mais enfin, je ne sais pas tout à fait ça, mais en même temps, écouter quelqu'un présenter un film, écouter quelqu'un expliquer un film avant ou après, a quelque chose d'un peu plus humain et d'un peu plus, je ne sais quoi, que pour l'instant, les algorithmes ne nous donnent pas. Bon. Mais on est quand même face à des gens qui surfent et ont le tapis rouge, et ils sont dessus nombreux à 200 à l'heure, pour des cinéastes et des créateurs qui ne parviennent plus à financer leurs films. Et comme vous savez, aux États-Unis, il y a actuellement une petite crise aussi de fréquentation sur les blockbusters et sur les summer movies, c'est-à-dire, comme chacun sait, le énième reboot de Star Wars n'a pas marché comme espéré. Il y a des choses quand même qui marchent pas mal, mais ça, donc, est-ce qu'on n'est pas en train... Et IndieWire a fait un très bon papier. Quand est-ce que les studios comprendront qu'il faut que les blockbusters soient réalisés par de grands cinéastes? C'est le cas d'ailleurs, je trouve, moi, moi j'aime beaucoup le Star Wars de Ron Howard, même si il est dans les clous des codes d'un... Enfin, ça veut quand même dire aussi quelque chose, que l'automaticité avec laquelle les gens se rendaient pour voir... parce que c'est un échec mondial. Donc tout à coup, les gens n'en ont pas voulu. Bon, c'est le cinéma. En France, en 1939, les gens n'ont pas voulu de la règle du jeu. Ça n'en fait pas un mauvais film. Mais disons que le Bayona, le film de le Jurassic World 2, réalisé par Bayona, qui a fait l'Orphelinat, qui vient du cinéma d'horreur, moi je trouve qu'il y a des qualités d'auteur tout à fait magnifiques. Mais cette question-là se pose aujourd'hui. Tarantino était venu chez nous parler de l'année 70. D'ailleurs, il lui consacre un film au moment où on se parle là. Et c'était sur la fin du système des studios et le juste avant le nouvel Hollywood, où Hollywood pataugeait, quoi. Et les grands films hollywoodiens n'intéressaient plus les gens, et il y avait quelque chose qui se terminait, et à ce moment-là, hop. Et il est vrai que, au-delà des polémiques, c'est pas des polémiques, aujourd'hui c'est de l'histoire, autour de la nouvelle vague, ou des jeunes Turcs, des cahiers, etc., c'est intéressant quand même de comparer. Bien sûr qu'ils ont été violents, ils ont été ceci, ils ont été cela, ils ont été un peu hâtifs, mais il y avait quand même quelque chose dans le cinéma français de cette époque-là qui pouvait justifier qu'une jeune génération... Bon, on va voir ce qui va se passer là. Mais là, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé. Alors souvenons-nous à Cinéma, l'extraordinaire et très émouvante interview de Richard Quine, qui avait 50 ans, 55 ans, et qui dit « Donnez-moi du travail ». Il dit à 50 ans, à Hollywood, vous êtes un vieux cinéaste.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, Hollywood n'en est plus là. Il n'y a pas de jeunisme, comme il y a pu y avoir à un certain moment. Mais quelque chose se passe. À Cannes, on nous dit, il n'y a pas beaucoup de stars. Alors, c'est un truc qui revient depuis toujours. Mais peut-être que les films, en effet, il y a moins de stars dans le Lee Shandong, ou dans le film de Nadine Labaki, ou dans le film de Correda. Mais Cannes est en partie là pour faire du tapis rouge, et on en a fait. Mais par ailleurs, elles sont où, les stars? Là, en ce moment, là, et à la rentrée. Parce que de ce point de vue-là aussi, ça devient compliqué. Et la musique l'a compris. Le clip de Jay-Z et de Beyoncé au Louvre devant la Joconde, ils ont bien compris comment ils prennent ce qu'il y a de culture et de codifié comme étant la the culture pour l'entraîner avec eux afin de vraiment, si j'ose dire, selon l'expression française, manger à tous les râteliers. De la modernité, de la culture, de la jeunesse, de l'audace, etc. Bon. Le cinéma actuellement, c'est sûr, n'a pas l'image qu'ont les séries. Le cinéma en salle n'a pas l'image qu'a Netflix ou Amazon. Je ne sais pas si Scott est là, mais je m'en voudrais de ne pas citer Amazon. Mais lequel Amazon est une grande compagnie, une grande société qui défend le travail des exploitants quand même. Et c'est heureux. Mais du coup, on a tout ça. Donc, encore une fois, ce sont des hypothèses. Pardon pour ceux qui savent et qui connaissent un petit peu ce milieu-là. Mais cette conjonction de choses, et je vais terminer par le jeune public, cette conjonction de facteurs met le cinéma qui reste au cœur du système. Le monde des images animées, c'est le cinéma. Et nous vivons. Donc, notre victoire sera-t-elle notre défaite? C'était un mot pour les cinémathécaires, pour les cinéphiles. C'est-à-dire, on trouve Casablanca, je disais ça, en vente sur les stations d'autoroute. Il n'y a plus aucun problème. Et il n'est plus nécessaire de prendre une bagnole et de la remplir de Patrick Brion, Bernard Martinan, Bertrand Tavernier, Pierre Rissian, et d'aller à Bruxelles pour voir des raretés. On les voit, les raretés, partout maintenant. Mais aujourd'hui, notre victoire sera-t-elle notre défaite? C'est aussi, et c'est d'une certaine façon un peu plus préoccupant, la question des salles et qui donne la question du public. Alors, les salles, encore une fois, il y en a partout. Et elles se sont réinventées. Je pense quand même que la solution vient, bien sûr, des contextes, des réglementations, de quand même un mode de protection qui a réussi jusqu'à présent. Elle vient aussi qu'il ne faut pas que regarder du côté des nouvelles technologies et réinventer aussi ce que les salles sont en matière de séduction, de lieux incontournables, d'habitudes où il faut aller, où il faut se rendre, et puis de légitimité de la présentation des œuvres. D'où, évidemment, l'importance de la qualité de la projection, de la pédagogie, de tout ce qui fait que il est nécessaire que les œuvres soient défendues et revendiquées comme telles, parce que le discours est important aussi. Parce que sinon, on ne parle plus de rien pour rien, et puis hop là, et on finit en effet par regarder des films sur un smartphone en disant qu'on a vu le film. Bon. Mais la notion, dans ce paradoxe-là, où il y a beaucoup de salles et où en même temps la salle est en crise, elle est là sur ce mois de juin, mais tout est lié. Elle l'est parce qu'il n'y a pas les films. Il n'y a pas les films. S'il y avait les films, et qu'au cinéma, mais les gens iraient d'ailleurs, les gens y vont quand il y a les films. Et au cœur de l'hiver, il y a quand même pas mal de films. Mais si on regarde bien, et nous, en effet, on nous fait beaucoup le procès à Cannes, oui, vous n'avez pas assez de cinéma américain. Ben d'abord, ceux qui ont vu le Spike Lee seront contents de dire qu'on a vu un bon film américain, que Under the Silver Lake, le film de David Robert Mitchell, qui est un jeune cinéaste, qui a son deuxième film, est en compétition à Cannes, et c'est notre travail de le faire. C'est quelqu'un d'extraordinairement prometteur, qui a fait un vrai film d'auteur, avec une boîte de production qui s'appelle A24, qui est aujourd'hui, je ne veux pas dire le Miramax d'il y a 25 ans, mais presque. C'est des gens qui produisent, comme Megan Ellison sur Annapurna. Il y a quand même des gens qui sont là, mais moins nombreux. Et quand on nous dit ça, nous, on se dit oui. Bon, d'abord, premièrement, le rôle de Cannes n'est pas de préparer la saison des Oscars,
Et précisément, si la saison des Oscars se prépare ici à Venise, à Toronto, à Telluride, nous, Cannes, on fait autre chose. On a préparé le fait que Correda, dont le film vient de sortir, a battu Star Wars, Deadpool 2 au Japon. Et les gens sont allés voir au Japon, avec 7 millions de dollars de recettes premier week-end, un film qui est une sorte de bas-fond renoirien en 2018, avec le Premier ministre qui a refusé de saluer sa palme d'or parce qu'il montrait, il donnait une image du Japon qui n'était pas celle que lui, Premier ministre, avait envie. Les anciens démocrates chrétiens italiens quand ont vu Miracolo Milano. Absolument, absolument. Et en même temps, puisque tu parles de Miracle à Milan, et tu le disais, il y a une génération italienne très extraordinaire, et là je pense évidemment au film d'Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice. Felice Lazzaro Felice Lazzaro. Non, Lazzaro Felice, qui est une sorte de variation autour de quelque chose de très personnel, de très contemporain, et aussi une visite à l'histoire du cinéma italien, de Miracle à Milan au film de, et c'est aussi un nom que je suis content de citer, de Ermanno Olmi. Bon. Donc, il y a ça. Et eux, ils sont nés, André Le Todt disait, il y a toujours des roses qui poussent dans les champs de fumier, mais ils sont nés des années Berlusconi. Parce que là, quand même, à l'hôtel, quand je regarde la télévision, c'est vrai que Berlusconi a imprimé ses codes de partout. Même pour parler de foot, il y a une mise en scène, il y a un décorum, il y a quelque chose qui vient vraiment de la cinquième, quoi. Bon. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec à la fois des œuvres qui sont là, mais, je terminerai par ça, avec un jeune public qui, si on ne le picousse pas très tôt, mais quand je dis très tôt, c'est pas trop tôt non plus. Souvenons-nous de nous quand on suivait des cours et qu'on voulait absolument nous imposer des films ou des livres, d'ailleurs, qu'on n'était pas capable de lire et que les profs faisaient une sorte de projection personnelle ou les parents sur voilà ce qu'il faut que mon enfant connaisse, etc. Alors qu'il faut parfois laisser les choses faire et puis se rendre compte bien plus tard que, quand même, oui, l'œuvre de tel ou tel écrivain mérite qu'on s'y attarde un peu, alors qu'on s'emmerdait à le lire quand on avait 14 ans. Bon. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. On ne peut pas dire... Par exemple, je pense que nous, notre génération, et pour les plus jeunes ici, mais je pense qu'on est peut-être... On dit toujours ça de soi-même. C'est toujours ce que j'ai coutume de dire de Serge Danet, que je voyais beaucoup, moi, à la fin de sa vie, et il trouvait que tout mourait. Mais parce que lui, il mourait. Donc forcément, il y a quelque chose d'un crépuscule qu'on identifie à soi-même. Il faut être Godard pour soudainement se réinventer à chaque geste dans une sorte de fulgurance permanente et de donner à Cannes une conférence de presse avec un FaceTime au téléphone. Bon. Mais je pense qu'on est peut-être la dernière génération à admirer. On avait cette conversation avec Jacques hier, Jacques Gerbert, à admirer ceux qui nous précédaient. Donc nous, moi, c'est la génération 68. Jacques, qui est largement plus vieux que moi, c'était plutôt la génération de la résistance. Mais c'était aussi une admiration culturelle. Et aujourd'hui, on sait bien que le mot vieux... Alors ce qui est formidable, c'est que Libération, le journal Libération, le journal de la modernité, Libération, qui vient de 68, qui a été co-créé par Jean-Paul Sartre, est quand même le journal qui a contribué, où évidemment les inrecuptibles, quand toujours tout juste sur le plan de l'éthique, de la morale et du donnage de leçons, ont contribué à détruire ça, cette culture-là. Cette culture de l'admiration, cette culture de retourner dans le passé. Donc, cette notion de truc de vieux, film de vieux, chanson de vieux, livre de vieux, vie de vieux, etc., qu'on entend beaucoup, là, coïncide aussi avec ce qu'on est en train de vivre en matière de cinéma. Or, hier, moi, je suis allé voir le Kozintsev et Trauberg. Je pense que des réalisateurs de clips, d'ailleurs, ils ne s'en privent pas, pour certains, seraient bien inspirés de retourner voir ce cinéma-là, dont la matérialité, la picturalité de la pellicule était un truc à pleurer et qu'on ne retrouvera jamais autrement que
de voir ce film en 35 mm sur un écran de cinéma projeté dans des conditions... mais même si elle ne l'était pas... Nous, d'ailleurs, à Lyon, cette année, on va essayer de faire quelques projections dans les cafés. En 16 mm, rapidement, juste pour que les gens voient la connexion entre un écran, un faisceau, et puis un projecteur, et puis une ambiance générale. Mais aujourd'hui, il est clair que quand on sait ces statistiques, que les gens passent 2 heures par jour, plus à la télévision, parce que la télévision ne marche plus, mais devant leur ordinateur, et en particulier devant les réseaux sociaux, il est clair que ces 2 heures-là, ils ne l'ont pas pour dire « je vais rattraper toute l'œuvre de Orson Welles ». Et il y a quelque chose qui revient donc, et nous en parlions aussi avec Nick Varley de Parc Circus qui est là, beaucoup plus de choses sont à disposition, et c'est ce que tu disais en préambule, il y a quelque chose qui fait que on ne sait pas où ça va. Donc je ne vais pas répondre à la question où va le cinéma, parce qu'évidemment, je n'ai pas de réponse. Personne ne l'a. Mais on a les hypothèses d'analyse, de diagnostic, et ici et là, de suspension dans l'air. Par exemple, Cinema Ritrovato, un festival de cinéma qui s'apparente à une sorte de communion collective. C'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent d'Europe, du monde entier, ici, pour être là, pour voir des choses que sinon, c'est moins drôle de le voir à la maison. À la maison, on peut le voir. Mais c'est moins drôle. Donc, la salle pas morte, l'histoire du cinéma pas morte, et la création pas morte, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Néanmoins, par exemple, les 2 films Netflix que nous avions l'an dernier à Cannes, le film de Bong Joon-ho et le film de Noah Baumbach, aujourd'hui, évidemment, ne font pas directement partie de l'histoire du cinéma. Parce qu'ils ne seront pas dans les filmographies, ou plutôt ça sera... Et sur Netflix, Bong Joon-ho a aussi fait ça. Bon, même si son film, je disais, est quand même sorti, et c'est heureux, il aurait dû plus sortir. Mais une œuvre doit franchir, encore une fois, la presse, le box-office, les filmographies, les écritures, les discussions, mais les discussions dans les cafés, au restaurant. Mais le jour où, au restaurant, on entendra parler les gens et c'est déjà un peu le cas, des séries, là on sera mal. Parce que dans les restaurants, nous on le sait, tous on ne fait que parler de cinéma. Vous avez déjà remarqué que chaque fois que vous êtes au restaurant et que vous parlez de cinéma, à la table d'à côté, 10 minutes plus tard, ils se mettent à parler de cinéma. Parce qu'ils ont entendu un peu. Non, pas en et ça Italie. leur donne des idées de conversation. Pas en Italie. En Italie, tout le monde parle de la bouffe. Oui, c'est un bon sujet aussi. Et donc, le jour où vraiment on se mettra à parler des choses qu'on a vues sur Netflix, et c'est là où Netflix, ils ont tort, parce qu'ils ont tellement de films, tellement de choix, qu'on ne sait même pas où aller. Et que quand même, il faut vivre une vie normale. Donc, il y a ça. Mais les auteurs, et prenons un homme dont la carrière s'est arrêtée pour nous, cinéphiles, David Fincher. David Fincher, sa carrière est stoppée, mais elle n'est pas stoppée. Il fait son travail d'auteur. Il le fait à la télévision. Il le fait en faisant les séries. Et il ira prendre des films Netflix, etc. etc. Bon. Mais il ne fait plus des films pour le cinéma. Et il le défend très bien. Je ne suis pas sûr qu'un jour, ils ne se disent pas... Ouais, mais quand même, il y avait un truc, là. Les films étaient montrés à Cannes, la projection de Zodiac à Cannes. Film, d'ailleurs, extraordinairement sous-estimé. Et ce jour-là, en grande partie méprisé par ceux-là même, c'est-à-dire une partie de la presse qui dit il n'y a pas assez de films américains. Mais quand on montre un film de genre en disant il ne suffit pas de reconnaître aux cinéastes de genre du passé leur statut d'auteur, il faut aussi le faire en direct. Non, là, tout de suite, à ce moment-là, c'est moins le cas. Il a fallu que Guillermo del Toro, entre The Shape of Water et Le Labyrinthe de Pan, il a attendu 10 ans. Et Le Labyrinthe de Pan, en compétition à Cannes, les gens disaient, oui, pas sûr que c'était pas une séance de minuit plutôt. Non, c'était un film de compétition. Parce que son travail d'auteur... Bon. Mais ces conversations-là, c'est des conversations de cinéma. Et donc, il est important que nous les ayons plus que jamais et que partout, on puisse s'interroger sur les 4 secteurs dont j'ai parlé. Nous, à Lyon, par exemple, on va faire un festival de cinéma pour les adolescents.
Pas simple. Et, hein? Pas simple. Ouais, mais formidable. Génial. Et donc, le public, les salles, la création, et puis ce cousinage avec un mot qui n'existait pas. Imaginez une vie sans le mot Netflix. Nous, moi, dans mon métier, toi, tu as fait Multiflix. Multiflix, le film Muetflix. C'est-à-dire, les sérioles, on l'a déjà dit, il y a un an, les séries, les sérioles, c'était inventé par le cinéma. Oui, et oui. les gens allaient là, mais il n'y avait que ce que Marty a très bien dit. Scorsese a très bien dit qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait voir les films. Donc, il fallait en entendre parler, puis se dire, merde, je rêve de voir ce film-là, enfin, j'ai pu le voir. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on peut voir tout quand on veut. Donc on ne sait plus par quoi commencer, outre que, année après année, une partie de l'histoire du cinéma recule et une autre partie continue de s'alimenter. Mais je pense que les festivals, les salles, et on voit Pathé, par exemple, s'ouvrir de plus en plus à des moments dont on pourrait dire que c'est issu de l'esprit ciné-club. UGC, de la même manière, ils font un peu de classique, de patrimoine, mais on commence à comprendre ça, que les gens veulent bien sortir de chez eux. Donc le public, fondamentalement, il est intact. Mais il y a actuellement, je crois, quelque chose entre technique de projection et lieu de projection, quelque chose à quoi il va falloir réfléchir pour être sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, une salle de cinéma sera toujours the place to be, et pas seulement à l'occasion d'un festival ou pour des cinémathèques, et pas en laissant penser que nous faisons comme avant. Ah ouais, c'est comme avant. Non, c'est pas comme avant. C'est comme c'est. Et en effet, le livre électronique existe, et ça n'empêche pas qu'on aille en librairie acheter des livres. Enfin, pardon, je dis des choses faciles, mais c'est important. Mais en tout cas, si on ne va pas dans chacun de ces 4 secteurs-là, on est très, 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 très mal. Et ça passe par l'argent. Il est clair aussi que Netflix, qui a du goût et qui a de l'argent, ils peuvent se payer qui ils veulent. Et donc, les studios ont fait cette politique du blockbuster. Il n'y a plus que Fox qui a Fox Searchlight et qui continue de produire les auteurs. Ils ont produit, l'an dernier, ils produisent Shape of Water et Three Billboards. Bon, c'est parmi les 2 films avec Paul Thomas Anderson, Spielberg qui fait ce qu'il veut, mais qui continue d'alimenter l'espoir qu'il y a. Et puis, en effet, le cinéma italien, par exemple, qui prouve le cinéma coréen, le cinéma japonais. Le cinéma japonais, il y a 400 films par an. Et nous, on en montre 2, là, cette année. C'est pas beaucoup, d'une certaine façon. Mais enfin, ça tient son nom, donc rien n'est perdu, évidemment. Alors, tu as fait une belle leçon, hein, c'est justement. Alors peut-être on a encore 10 minutes, donc j'essaye avec une dernière question qui n'était pas prévue parce que tu as tout dit. Mais c'est justement, tu as parlé de Spike Lee, du film de Spike Lee qui est magnifique et qui montre Griffith d'une autre manière. Et donc, je me demande si aujourd'hui, un des aspects de cette lutte nécessaire que chaque institution doit faire pour essayer de redonner la lumière au cinéma, c'est aussi un travail de réécriture de l'histoire du cinéma qui me paraît aujourd'hui absolument essentiel. C'est-à-dire, Griffith, oui, a des mérites, mais peut-être il y avait d'autres. Peut-être il faut maintenant, les technologies de la restauration nous permettent de revoir l'histoire du cinéma d'une manière complètement différente, et c'est une possibilité que nos prédécesseurs n'avaient pas. Oui, mais encore faut-il que les gens, et en effet, c'est assez magnifique, pas troublant, parce que nous savons depuis longtemps que Naissance d'une nation est un film raciste, issu aussi de la culture du Sud de Griffith, issu aussi de son... mais ça tient à la fois d'une partie du politiquement correct et puis d'un travail historique. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus jamais
de Céline sans dire qu'il était antisémite. Mais aussi parce qu'il a mis son art, et un peu comme Griffith avec Naissance d'une nation, son art au service de ses idées. Donc, c'est connecté. Et Naissance d'une nation, qui est un problème, parce que c'est aussi naissance d'un cinéma, puisque le film, comme chacun sait, a quand même été une étape importante dans ce que le cinéma en construction était en train de devenir. N'empêche que alors, c'était très troublant, parce que juste après, j'ai reçu une très très belle édition Blu-ray de Naissance d'une nation, mais avec une copie somptueuse, et j'ai revu des bouts du film avec une sorte de culpabilité, parce que je venais de voir le Spike Lee. Mais encore faut-il que les jeunes générations, que les profs, que ceci, que cela, considèrent que c'est important de parler de ça, de cette ambiguïté entre force esthétique du film et problématique idéologique, mais une problématique idéologique qu'on a su qu'après, parce qu'à l'époque, c'était ça que pensait l'Amérique, et qu'en ce moment, et le film est aussi un film anti-Trump, tout à fait formidable de ce point de vue-là. Et très réussi. Et très réussi. Avec, en plus, disais-je à Spike Lee, j'ai dit, putain, puis alors en plus, il y a des Blancs sympathiques, il y a des Juifs sympathiques. Et il m'a dit, je sais, je vieillis. et donc, il faut être sûr que ça soit un sujet. Naissance d'une nation. Nous, on est une génération pour laquelle c'était un sujet. C'était important. Les profs en parlaient. Alors, il faut que les profs d'histoire, donc c'est là où le cinéma doit aller partout à l'école. Et Scorsese disait que lui, là où il est, avec la Film Foundation, avec le World Cinema Project, ils font maintenant des cours aux enfants, ce que nous, dans nos maisons, nous faisons depuis longtemps. Mais ce que, par exemple, un certain gouvernement français, en France, avait instauré à l'école, en gros, issu de Jack Lang. Et qu'un autre gouvernement, en gros celui de Sarkozy, a décidé que non, de mettre le cinéma à l'école. Mais on est là aussi dans quelque chose qui fait que je n'ai rien contre Émile Zola et Shakespeare, mais une partie du langage des images, évidemment, est celui que les enfants comprennent un peu plus. Mais si on ne leur fait pas comprendre celui-là, ils vont aller directement voir Jay-Z et Beyoncé. Donc ils apprendront... Ah ouais, le Louvre, la Joconde, c'est le truc qu'on voit dans le clip. Ça va se résumer à ça. Comme un moment, quand on a lu dans les cahiers du cinéma Richard Strauss entendu chez Kubrick. Donc, non, il l'avait fait, en fait, je suis méchant. Enfin, on sort un petit livret sur 2001 et Michel Simon rappelle dans sa préface à quel point 2001, et en particulier par le journal qui s'appelle Variety, ce qui, moi, au sorti de terme, ça me fait du bien, disait que c'était de la merde, que le film était grandiloquent et ne serait jamais une étape dans l'histoire du cinéma. Bon. Donc, à un moment, et ça, c'est notre travail à tous, alors, on est quelques-uns ici à dévouer notre vie à ça, parce que nous, notre truc, c'est le cinéma, d'événementialiser, de je ne sais pas quoi, de faire en sorte que... Et ça passe par la culture, ça passe par l'érudition. Qu'est-ce qui nous distingue, nous tous, de quelqu'un qui a vaguement entendu parler de ça, ou d'un type de la télévision qu'on a mis là parce qu'il est populaire, mais en même temps, il ne connaît pas vraiment le cinéma? C'est que nous, on sait, on a vu des films. C'est ce que je disais toujours de Raymond Chirat, et on peut le dire de Pierre Essian. Raymond, quand on le regardait dans les yeux, ses yeux avaient vu. C'était physique. Ses yeux avaient vu tout ce qu'il avait vu. Et donc ça, c'est évidemment pas mort, mais il y a quelque chose de ça. Et les profs, qui ont évidemment ô combien, et pas seulement pour ça, besoin d'être soutenus, aidés, etc., puisque à un moment où la question de l'éducation est plus âpre et plus complexe et plus qu'avant, puisqu'avant l'instituteur était le seul précepteur à part la famille, et ben maintenant non, il y a précisément le reste de la société qui passe par les nouvelles technologies. Les profs, il faut les aider parce que les profs, ils sont contents d'avoir des gens qui... Et nous, à Lyon, par exemple, on fait quelque chose autour de la manipulation par les images et autour du cinéma de propagande et de la télévision de propagande. Et tout ça, évidemment, pour aller sur Internet de propagande. Ça passionne évidemment beaucoup les profs parce qu'ils ont besoin aussi de gens comme nous qui ont appris à analyser les images. Et puis ça passionne beaucoup les
les élèves aussi, qui pigent des choses, c'est-à-dire 3-4 images, l'une à la suite des autres, qui donnent tel sens avec telle musique, ou tel sens avec telle autre musique, tel sens avec tel commentaire, et tel autre sens opposé avec un autre commentaire. Suffit de le savoir. Parce que, bon, ça, c'est le rôle des cinémathèques. C'est notre rôle à tous, et pas exclusivement des cinémathèques, bien entendu. Et encore une fois, les gens qui sont là, ça permet de le savoir. Alors, on n'a pas le temps, je n'ai pas parlé de où va le cinéma en termes esthétiques, mais ça peut faire l'objet d'une autre discussion, parce que c'est aussi des discussions qu'on a beaucoup. Le cinéma n'est pas le même, pas plus que la peinture est la même. Mais néanmoins, le cinéma a quelque chose de permanent qui le rapproche, qui le raccroche à sa propre histoire, et qui en même temps l'en éloigne en permanence. Et on va voir, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, pas partout et pas avec tous les auteurs, mais au Festival Lumière de l'an dernier, on avait Charles Aznavour qui était là. On a fait un hommage à Charles Aznavour, acteur. Et on a montré Un taxi pour Tobrouk, le film de Denis de la Patelière. Et si on prononce le mot de Denis de la Patelière devant n'importe quel cinéma, oui, non, Denis de la Patelière, bon. D'abord, Un taxi pour Tobrouk était un très bon film, populaire, très populaire à l'époque. Tout ça gagnait beaucoup, beaucoup d'argent, très bien joué, très bien écrit, très bien dialogué, évidemment, par Michel Audiard. Et ça a été l'un de nos plus gros succès. Et tout à coup, ce film, restauré par Gaumont, en noir et blanc, scope noir et blanc sur un grand écran, mais ça passait pour un film d'auteur. Et c'était le tout venant de l'époque. C'était le tout venant. Et il y avait une attention à la photo, à un certain nombre de choses. Et en effet, et c'est pour ça qu'on n'aborde pas la question des séries non plus, parce que là, il faut encore 1 heure de plus. Mais ça, c'est une des plus belles leçons que moi j'ai reçues ces dernières années. C'est-à-dire que le film sur grand écran, un film qu'on regardait à 20h30 à la télévision, sur la seule chaîne en noir et blanc qui existait quand on était enfant. Et bien aujourd'hui, on se dit, qui va faire un film comme ça? On va montrer un film d'Enrico qui s'appelle Les Grandes Gueules, avec la Schlitt, avec Bourvil, dans les forêts vosgiennes. Ben, quand on le revoit, il y a quand même quelque chose de peut-être, bien sûr, un auteur français s'en emparerait, il mettrait un peu plus de style, peut-être un peu plus de... Mais ce cinéma-là, il a clairement disparu, et ce cinéma-là, il faisait aller les gens dans les salles. Merci Thierry, merci pour l'intelligence, la passion, la profondeur, pour cette belle leçon, et on t'attend aussi l'année prochaine. Merci. Merci.